Il y a quelques jours, je suis retombé sur une de mes toutes premières réalisations, et comment dire, c'était nul. Pourquoi? Parce que c'était bourré d'erreurs de débutants. C'était une sorte de petit concentré, si tu veux, d'erreurs. Mais c'est une bonne chose au final. Ça veut dire que j'ai progressé dans mon métier, qu'aujourd'hui je ne suis plus le même qu'il y a 7 ans. On se dit que ce serait plutôt cool du coup de se faire un petit top 10 des erreurs de débutants les plus fréquentes. Je vais aller me prendre un petit truc à boire, et puis on se retrouve au studio pour parler de tout ça. C'est parti. On va pouvoir démarrer cette petite vidéo sur les 10 erreurs de débutants. On est tous passés par là, hein, une fois de plus. Il n'y a pas de mépris de quoi que ce soit là-dessus. Mais voilà. Voilà. La plus grosse erreur de débutant qu'on retrouve sur les vidéos de vidéastes qui démarrent, c'est le son. Généralement, c'est vraiment là que ça pêche. Alors dans le son, il y a plusieurs choses qui peuvent ne pas aller. La première, c'est sur les interviews. Tout simplement, là, c'est vraiment le pire. Une interview, si tu veux, avec le son, soit qui grésille, soit un micro-cravate mal placé, soit du bruit d'ambiance qui n'est pas maîtrisé. Généralement, le souci sur les interviews, en fait, c'est qu'on n'ose pas dire non par rapport au lieu, à la sélection du lieu de l'interview. Et en fait, on dit oui, alors que juste à côté, il y a une grosse clim qu'on peut pas éteindre, ou un truc dans le genre. Et ça peut être aussi une mauvaise gestion du mixage, très souvent. Ce qui se passe souvent sur un film, c'est que tu vas mettre à la fois une partie interview, et également une couche de musique, pour mettre un peu l'ambiance. Et le souci, c'est que tu vas vouloir mettre ta musique trop fort. Voilà, ça c'est classic shit, truc qu'on retrouve à chaque fois, la musique trop forte. Ce qui fait qu'en fait, on n'entend plus le discours. Et toi, tu trouves ça cool, parce que ouais, la musique, elle met de l'ambiance, etc. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que ton client, lui, par contre, il a envie d'entendre ce que la personne dit. C'est assez important pour lui. Donc la musique, elle est là pour habiller. Et elle doit pas aller par-dessus le discours, tout simplement. Des sound design pourris aussi, voilà. Vouloir mettre des effets, si tu veux, un peu stylés, genre un whoosh ou quelque chose dans le genre, et tu le surmixes, ce qui fait en fait un effet un peu dégueu. Sur une interview, ce qui compte vraiment, ça va être la prise de son. Hein. Vous dites pas, on verra ça en post-prod. Tu ne verras pas ça en post-prod. Tu vas faire ce que tu peux en post-prod, mais vraiment, ce qui compte, c'est la prise de son. Faut faire vraiment très gaffe. Équipez-vous avec du matériel de qualité, et si vous n'avez pas de matériel de qualité, essayez de faire au plus simple, de tourner dans des environnements calme. Autant les gens en fait pardonnent, je pense, une image un peu sale, parce que ça va pas gêner en fait la compréhension d'un film. Autant un son dégueu, bah, si tu veux, on comprend rien, ça saoule les gens en fait, c'est plus gênant, c'est plus perturbant. Et puis on passe à autre chose, quoi. Le numéro 2, la diversité des plans. Quand je parle de diversité de plans, je ne parle pas forcément de focale. Je parle notamment en termes de valeur de plan. C'est-à-dire que si tu veux faire un film, par exemple, sur un produit, ou sur un film de mariage, ou ce que tu veux, un film de présentation d'entreprise, ce qui va être assez important pour avoir un montage qui fonctionne, un montage dynamique, comme on dit. J'en ai marre des montages dynamiques. Tout le monde veut des montages dynamiques. Ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun sens, un montage dynamique. Tout montage est dynamique. Bon, bref, je divague. Si tu veux avoir un montage cohérent et un montage entraînant, pour ne pas dire le mot qu'on n'a pas le droit de dire, ça va surtout passer par la diversité de valeurs de plans que tu vas avoir. Si tu te retrouves à faire toujours des plans américains, on est presque sur un américain là par exemple, ou que des portraits ou ce genre de choses, tu vas vraiment manquer de rythme finalement. Et au niveau de l'œil, ça va être ennuyant, ennuyant. Ça va être un peu chiant. Donc effectivement, tu as tout intérêt à varier les plans serrés avec des plans larges, voire des plans très larges. Moi j'aime bien les plans très larges, notamment pour introduire une scène ou quelque chose dans le genre, avec aussi des gros plans, etc. Ce qui va être vraiment intéressant, ça va être tes valeurs de plan. Attention, il ne faut pas confondre valeur de plan et focale. Tu peux très bien faire un plan large avec une focale longue, avec un 100 mm par exemple. Il faut te mettre très loin, mais c'est possible. Comme tu peux faire un gros plan avec une focale serrée. Tout ça pour te dire que si tu n'as pas beaucoup de matériel, que tu n'as qu'un seul objectif par exemple, ça ne t'empêche pas du tout de faire des plans variés. Et donc c'est ça qui va enrichir ton montage. Ce qui est important effectivement, c'est que quand tu enchaînes deux plans, tu aies au moins une variation d'échelle de plans. Donc soit un plan serré, soit très serré, soit un portrait, soit un américain, etc. Voilà. Voilà. Le troisième point qui est hyper important, et on continue dans le montage d'ailleurs,
c'est avoir un mauvais enchaînement de plans. Typiquement, quand on est un peu débutant, on se retrouve devant le montage, on a filmé par exemple un mariage, une vidéo d'entreprise ou quoi qu'est-ce, et on se retrouve à se dire au sein d'une même séquence, ok, dans quel ordre est-ce que je mets mes plans? Et quand on est un peu débutant, on a une tendance à faire un petit peu au pif, hein. On va pas se la cacher celle-là, je vous vois derrière vos écrans. Alors que non, il faut respecter certaines règles. La première, assez simple, c'est comme je disais tout à l'heure, varier les échelles de plans. Ne pas enchaîner 3-4 plans serrés par exemple, ça peut être un peu rébarbatif et ça va manquer de dynamique. Et surtout, ça va être au niveau des angles. On est censé, normalement, avoir soit une différence d'échelle de plan, soit avoir au moins 30 degrés de différence entre deux plans. Effectivement, si tu ne mets pas ces 30 degrés de différence, ça choque vraiment l'œil. Là, c'est vraiment de l'esthétisme, hein, on se le cache pas, mais c'est ça qui va créer un sentiment d'harmonie, en fait, dans ton montage. Donc, deux règles, soit avoir une différence d'échelle de plan, soit avoir au moins 30 degrés de différence entre deux plans. Ça, c'est hyper important, sinon, ça fait amateur, quoi. On poursuit ? Maîtriser sa lumière, c'est vraiment ça qui te fait passer d'amateur à professionnel au niveau de l'image, en tout cas. Les différentes erreurs de lumière, entre guillemets, qu'on peut trouver, ça va être tout simplement de la surexposition. Avoir soit ton fond qui est totalement cramé, soit ton personnage qui l'est, là, ça c'est vraiment encore pire. De la sous-exposition, donc au contraire, ne pas avoir assez de lumière. Ça peut être tout simplement planter deux spots comme un bon bourrin devant ton sujet, ce qui va te faire une sorte de double ombre au niveau du nez, qui est, comment qualifier ça, super moche. Si vous voulez faire simple dans un premier temps, vraiment, dites-vous qu'un seul projecteur sur la face, ça peut être largement suffisant, et ça permet effectivement généralement d'avoir quelque chose de simple, mais élégant. Ce qu'on trouve aussi comme erreur au niveau de la lumière, ça va être tourner trop proche d'un fond, et on va se retrouver avec des grosses ombres sur le fond, et franchement, c'est pas très beau. Alors à moins que ce soit vraiment voulu comme effet de style, quand c'est une vieille ombre sur un fond blanc, effectivement, c'est pas fou, quoi. Donc voilà, le travail de lumière, c'est une des choses les plus complexes à maîtriser, surtout quand on n'a pas fait d'école de ciné ou ce genre de choses, parce que c'est vrai que dans tout ce qui est BTS, généralement, c'est un peu simple ce qu'on vous apprend. En fait, on va juste te dire d'éclairer ton personnage pour y voir quelque chose, mais voilà, créer une lumière qui a un peu de style, avec un peu de contraste, avec des jolis contres, etc., c'est vraiment ça qui te fait passer d'amateur à professionnel. Donc pour ça, une fois de plus, c'est de la pratique, et un peu de théorique aussi. On a d'ailleurs fait une petite vidéo sur comment éclairer une interview juste là, et voilà, on vous présente dans cette vidéo comment faire quelque chose de simple mais efficace. Ça fera une petite base. On continue dans l'image avec cette fois-ci l'étalonnage. Alors effectivement, l'étalonnage, quand on maîtrise pas, il vaut mieux pas trop s'aventurer là-dedans. Tout simplement parce qu'on se retrouve généralement avec des images, comment dire ça, pas très propres, avec des noirs qui sont souvent totalement éclatés, des images surex, etc. Bref, surtout si vous allez tourner avec un DSLR qui est pas forcément prévu pour, ou un codec qui est pas forcément prévu pour, c'est le bon moyen de déglinguer votre image. Donc si vous maîtrisez pas l'étalonnage, ne vous y risquez pas trop. Et si vous voulez le faire quand même, faites simple et faites peu surtout. N'essayez pas de sauver votre image. C'est-à-dire que s'il y a une image qui est foutue, elle est foutue. Par contre, vous pouvez essayer de donner une petite teinte ou de rajouter un petit peu d'exposition. Appliquez-vous au tournage, surtout. Et vous n'aurez pas trop besoin de faire d'étalonnage. Je crois que j'ai carrément oublié un point. Sans déconner, j'ai oublié un point. Bon, c'est pas grave. T'es au point 6 en vrai, c'est ça? Non, je suis au point 7. Mais là, t'es en train de faire le 8. Non, j'ai oublié le point 4 en fait. Numéro 4, totalement dans l'ordre. On ne s'est pas du tout trompé dans l'ordre de tournage. Ce n'est pas vrai, ce sont des fake news. Ça, effectivement, alors c'est surtout vrai quand vous travaillez à plusieurs, quand vous travaillez avec un cadreur et un monteur, c'est tellement énervant. C'est quand vous tournez des plans trop courts. C'est-à-dire qu'au tournage, admettons que vous vous dites, là je vais faire un petit plan, un petit panneau par exemple, et que vous faites juste la durée du panneau que vous voyez au montage, mais que vous preniez pas un peu de temps avant
et un peu de temps après. Généralement, ça fait que le plan est très difficilement utilisable et c'est un peu compliqué pour le monteur derrière. Ou ça peut être aussi, voilà, typiquement vous dites que vous faites un mouvement, vous tournez autour de votre sujet, mais que vous faites par exemple que 20 degrés sur le mouvement, alors qu'il faudrait mieux en faire 45 pour être bien sûr de bien avoir le bon moment du mouvement. D'autant plus que généralement le début du mouvement et la fin du mouvement, c'est des moments un peu pourris, parce que y a le temps de vraiment bien pouvoir s'appliquer, etc. Ou au moment où ça s'arrête, généralement, c'est des choses qu'on ne peut pas exploiter. Ce qui est vraiment moche, en fait, si vous voulez, c'est d'avoir... on se retrouve souvent avec des images comme ça, c'est d'avoir le début du mouvement, où effectivement, on est fixe, et puis ça commence un peu à bouger, et voilà, ça fait un peu amateur. Alors que vraiment, quand on veut faire un plan avec du mouvement, ce qui est bien, c'est d'arriver directement dans le mouvement. Donc n'hésitez pas à commencer votre mouvement avant et après par rapport à ce que vous visez. Ce n'est pas clair du tout. N'hésitez pas à prendre de la marge dans vos mouvements, à prendre plus d'angles que prévu, plus de durée de plan que prévu, de les commencer plus tôt, de les terminer plus tard, pour être vraiment sûr d'avoir le moment que vous souhaitez. Voilà. Voilà. On arrive sur le fameux point 7. Ah, qu'est-ce qu'il est fou ce point 7. Le point... Ok, on s'excuse. Le point, non, sans déconner, le point c'est hyper important. On se retrouve très souvent avec des plans un petit peu flous. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on a aussi un peu de pompage. Alors le pompage, qu'est-ce que c'est? C'est quand ton autofocus cherche le bon focus, si tu veux, et ça vous le gardez dans le film. Alors, ça fait tocard, vraiment. Ça fait, non, blague à part, ça fait vraiment amateur d'avoir effectivement le point qui bouge un peu, qui pompe un peu, tout simplement, c'est le terme technique. Ou avoir le plan un peu flou, un peu mou, comme on dit. C'est-à-dire quand c'est pas totalement flou, mais que c'est pas net non plus, quoi. On appelle ça, voilà, mou. C'est mou. Comment pallier à ça? Alors, éviter les profondeurs de champ trop faibles. Ça veut dire on évite les longues focales et on évite de tourner avec un diaph à 2.8 par exemple quand on maîtrise pas totalement le truc. Donc soit vous avez un super autofocus, soit vous tournez à 2 personnes avec quelqu'un qui gère le point, auquel cas effectivement vous pouvez plus vous aventurer sur ce genre de choses. Autrement, voilà, moi mon dicton c'est toujours faites simple plutôt que de mal faire compliqué. C'est pas mon dicton en fait, c'est vraiment un truc que je vous conseille tout simplement. Donc vaut mieux faire simple effectivement que de tenter des trucs et de mal les faire parce que vraiment c'est là que ça fait amateur quoi. Alors que d'enchaîner des plans simples mais bien réalisés, et bah tout de suite on aura un travail professionnel, pas forcément ultra original, ce sera pas le montage de l'année, mais au moins vous rendrez un travail propre. Et quand on veut devenir professionnel, c'est vraiment la base. Point numéro 8. Alors, avoir une caméra qui tremble, voilà, je pense que c'est un petit peu le summum de l'amateurisme. Vraiment, en termes d'image, c'est vraiment le truc qui vous fait passer pour un amateur. Et ça, généralement, c'est lié au fait que, 1, vous n'avez pas d'objectif stabilisé, ce qui peut être carrément une bonne chose. Hein. D'ailleurs, les objectifs professionnels ne sont pas stabilisés. C'est pas du tout un souci. Mais c'est lié au problème numéro 2, que vous tenez votre appareil photo à la main. Donc, objectif pas stabilisé plus appareil photo à la main, ça fait une image comme ça. Et effectivement, se retrouver dans un montage avec effectivement le fameux plan tourné un peu au 70 mm de loin où tu te retrouves avec le sujet qui bouge comme ça, franchement c'est pas terrible quoi. Pour parer à ça, c'est soit acheter des objectifs stabilisés, c'est forcément un peu plus cher, mais ça vous permettra de parer ce problème et de continuer à tourner à la main, soit 2, investir soit dans un pied, pour tourner votre plan au pied, et être sûr que ça bouge pas, soit investir dans un système de stabilisation, donc soit un Ronin, soit un Zhiyun, soit n'importe quel autre stabilisateur, mais voilà, le bon combo du je tourne à la main plus avec un objectif pas stabilisé, malheureusement, c'est pas terrible. Il vaut mieux, à la limite, ne pas avoir de mouvement, rester sur pied en fait, mais au moins faire quelque chose de propre. Et après, vous pourrez rajouter un petit peu de mouvement en post-production pour ajouter un peu de vie à votre image. Le bruit. Avoir du bruit numérique sur votre vidéo, ça fait sale, en fait. Il y a ce côté un peu crade, tu sais, de l'image avec du bruit, notamment, généralement, c'est dans les noirs, évidemment. Et généralement, ça se retrouve souvent sur tout ce qui est vidéo d'événements, ou vidéo de mariage, ce genre de choses, quand vous filmez en soirée, et que vous êtes obligé de faire péter les ISO, et que vous n'avez pas un boîtier qui résiste à ce genre de choses. On se retrouve avec du bruit numérique dans les noirs, et ça fait franchement un petit peu crade. Plus
plusieurs choses pour parer à ça. Soit ne pas tourner dans le noir, première option, mais ça vous coupe de pas mal d'images. Soit avoir un boîtier effectivement qui résiste un peu à la montée en ISO. Soit vraiment prendre le temps en post-production d'utiliser des plugins de denoiser. Ça peut aussi vous aider. Et moi, ce que je recommande le plus, c'est vraiment faire gaffe au niveau du tournage directement, d'être équipé donc soit avec un objectif qui va ouvrir, je sais rien, à 2, 2.8 ou même 1.4 si vous maîtrisez le point, soit vous équiper avec de la lumière et de faire en sorte de ne pas être sous-exposé et de ne pas avoir besoin de faire exploser les ISO. Donc voilà. Voilà. Le dernier point, c'est pas un point technique, mais c'est vraiment le plus important pour moi, parce que c'est ce qui te fait vraiment passer de débutant à professionnel, c'est celui de maîtriser ton storytelling. Ce que je veux dire par là, c'est que tes images doivent raconter une histoire. Que ce soit sur un événement, que tu présentes une entreprise, un produit ou quoi qu'est-ce, il faut dans tous les cas que tu utilises les images comme outil narratif pour parler à ton spectateur. Et comment ça se passe? Ça se passe souvent par à la fois le cadre. Le cadre raconte des histoires, mais également l'enchaînement entre tes différents plans. Et effectivement, tu dois utiliser ces différents outils pour parler. Difficile de donner des vrais bons conseils, ça c'est vraiment qu'avec l'expérience, mais s'il y en a un que je peux donner, c'est mets-toi à la place de ton spectateur et pars du postulat que tu ne connais rien au film que tu es en train de présenter et dis-toi mais qu'est-ce que je regarde? Est-ce que tout ça veut dire quelque chose et qu'est-ce qu'on essaye de me dire? C'est vraiment l'étape ultime, j'ai envie de dire, pour ne plus être un débutant. Le summum, un travail de toute une vie. Abonnez-vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, si toi aussi, tu as des petites erreurs de débutant à partager, n'hésite pas à en mettre dans les commentaires, à raconter aussi tes expériences désastreuses. Ça peut être rigolo, ça. Les fois où tu t'es foiré en tournage ou un truc dans le genre. On pourrait faire une vidéo là-dessus. Ça peut être un peu rigolo. Évidemment, je te conseille de t'abonner si tu veux voir plus de contenu dans ce genre, d'activer la petite cloche. Et puis, voilà, restez authentique. Voilà.